Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un personnage légendaire, souvent enveloppé de mystère, mais dont le nom marque le début de l'histoire égyptienne, Ménès. L'homme qui aurait uni pour la première fois les deux terres, donnant naissance à la première dynastie et à ce que l'on appelle au jour huile Égypte ancienne. Était-il un héros réel ou une figure mythique forgée par la mémoire des siècles? Ensemble, nous allons explorer les récits, les découvertes et les symboles qui entourent sa vie, de sa jeunesse mystérieuse à son accession au trône, de son règne fondateur à son héritage millénaire. Nous retracerons la naissance d'une civilisation qui allait briller pendant plus de 3 millénaires. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous transporter dans le temps, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Allons-y, découvrons ensemble l'histoire fascinante de Ménès, le premier roi d'Égypte. Dans les profondeurs du temps, bien avant que les pyramides ne dominent le désert, avant même que l'écriture n'imprime la mémoire des hommes sur la pierre, une terre immense s'étendait le long du Nil. Cette vallée fertile, étroite et verdoyante, coupait le désert en 2 rubans de vie. Au nord s'étalait la Basse-Égypte, un delta foisonnant, humide, où la nature régnait en maître. Au sud, la Haute-Égypte, plus aride mais fière et puissante, forgée dans la rigueur des terres brûlées par le soleil. C'est dans ce monde contrasté que naquit celui que la tradition nommera plus tard Ménès, l'homme qui allait unir ces 2 royaumes. Mais avant de devenir le premier pharaon, Ménès fut un enfant, un héritier un temps troublé où les chefs tribaux se disputèrent la suprématie sur les 2 terres. Les origines exactes de Ménès se perdent dans la brume des légendes. Les textes les plus anciens, rédigés bien après sa mort, évoquent un roi nommé Narmer, parfois identifié à lui, parfois présenté comme son prédécesseur. D'autres traditions mentionnent un certain Or-Aha, un nom signifiant le combattant d'Horus. Entre ces figures, les frontières sont floues, l'histoire et le mythe s'y entrelacent. Ce flou n'est pas un hasard. Dans une époque sans archives écrites, la mémoire des peuples s'exprimait par les symboles, les récits oraux et les images gravées sur la pierre. Ménès devint ainsi le nom collectif de El-Homme, ou des hommes, qui accomplirent les impossibles, transformer un pays fragmenté en une seule nation. On imagine la naissance de Ménès dans une petite cité de Haute-Égypte, peut-être Tinis ou Hiérakonpolis, berceau de nombreux souverains prédynastiques. Le Nil rythmait la vie quotidienne. Les crues fertiles nourrissèrent les champs, les pêcheurs glissaient sur les eaux calmes et les artisans modelaient la terre pour en faire des jarres et des idoles. Dans les temples primitifs, faits de roseaux et de bois, les prêtres invoquaient les dieux protecteurs du soleil, du ciel et du fleuve. Le jeune Ménès grandit dans cet univers à la fois rude et sacré, où la survie dépendait de la force, mais aussi de la piété. Son enfance fut probablement celle d'un prince formé à la guerre autant qu'à la sagesse. Dans les écoles des palais, les jeunes nobles apprenaient à manier la massue, à tirer à l'arc, à diriger des hommes, mais aussi à écouter les sages et à honorer les ancêtres. Les récits de cette époque parlent d'un enfant curieux, doté d'une grande intelligence et d'une intuition politique rare. Il observait les tensions entre les chefferies du Sud, les alliances fragiles et les rivalités sanglantes. Très tôt, il comprit que seule une union pourrait assurer la paix et la prospérité de la vallée. À cette époque, la Haute-Égypte dominait peu à peu la Basse-Égypte, plus riche mais plus fragmentée. Les chefs du Sud, plus organisés, cherchaient à imposer leur pouvoir sur le delta. Des batailles éclataient régulièrement le long du fleuve. Les armes en cuivre commençaient à remplacer les outils en pierre. Les chars primitifs faisaient leur apparition et les symboles royaux se précisaient. C'est dans ce contexte de rivalité et d'innovation que Ménès, encore jeune, fit ses premières expériences de commandement. La société prédynastique était à la fois simple et profondément spirituelle. Chaque village vénérait ses dieux locaux, souvent liés à la nature. Un faucon pour le ciel, un chacal pour la nuit, un taureau pour la force. De ces cultes naquit une forme de hiérarchie divine qui préfigurait déjà la religion pharaonique. L'idée que le souverain pouvait être le représentant des dieux sur terre commençait à émerger. Peut-être Ménès fut-il dès son enfance nourri de cette croyance, celle d'un destin supérieur, d'une mission divine à accomplir. Les archéologues, en fouillant les tombes de cette période, ont découvert des objets qui témoignent d'un raffinement surprenant.
Des bijoux finement ciselés, des palettes de maquillage gravées de scènes mythiques, des céramiques peintes d'animaux et de symboles. Ces trésors silencieux racontent un monde en pleine mutation, où la culture, l'art et le pouvoir commençaient à se lier. C'est là que Ménès forgea sa vision. Une Égypte unie, où l'ordre et la beauté remplaceraient le chaos des tribus. Mais l'enfance de Ménès ne fut sans doute pas paisible. Les chroniques tardives évoquent des complots, des trahisons et des luttes intestines dans la cour de son père. Pour survivre, il apprit la prudence, la diplomatie et la force de la parole. Dans un monde où le pouvoir changeait souvent de main par la violence, il sut attendre son heure. Cette patience, alliée à une détermination implacable, allait devenir l'un de ses plus grands atouts. Les prêtres de cette époque voyaient en lui un être marqué par le destin. Ils lisaient dans les étoiles les signes de son avenir. On raconte qu'une nuit, alors qu'il observait le ciel au-dessus du désert, une étoile filante traversa la voûte céleste et sembla plonger dans le Nil. Pour les sages, ce fut un présage, celui d'un homme qui unirait le ciel et la terre, le nord et le sud, les dieux et les hommes. Que cette histoire soit vraie ou inventée importe peu. Elle illustre la fascination que Ménès exerça dès les origines. Vers l'adolescence, il fut initié aux mystères religieux et aux rites royaux. Les cérémonies du couronnement divin, les chants dédiés à Horus, les symboles du faucon et du lotus imprégnèrent son esprit. L'idée que le roi n'était pas seulement un chef politique, mais aussi un médiateur entre les dieux et le peuple, prit racine dans son cœur. C'est cette conception sacrée du pouvoir qui donnera plus tard à l'Égypte sa stabilité exceptionnelle. Ainsi, avant même de régner, Ménès devint le symbole d'un espoir. Dans un monde éclaté, il incarnait la possibilité d'une unité. Il portait en lui le rêve d'un peuple qui aspirait à la paix, à la grandeur et à la continuité. À travers lui, l'Égypte allait passer de la tribu à la civilisation, du mythe à l'histoire. Mais avant d'imposer sa couronne sur les deux terres, il devait encore affronter les vents de la rivalité et prouver que le destin que l'on lui avait prédit n'était pas une illusion. Lorsque Ménès atteignit l'âge adulte, le jeune héritier se trouva plongé au cœur d'un monde instable où la force et la ruse déterminaient le destin des hommes. La Haute-Égypte, bien que plus unifiée que le delta du Nord, demeurait un ensemble de territoires dominés par des seigneurs puissants, chacun jaloux de son autorité et de ses dieux protecteurs. Dans cette mosaïque d'intérêts et d'ambitions, Ménès, héritier d'une lignée prestigieuse, dut apprendre à gouverner avant même de régner. Son nom circulait déjà dans les villages du Nil, porté par la réputation d'un jeune chef charismatique, audacieux et habile dans l'art de rallier les hommes à sa cause. Son autorité ne lui fut pas donnée, elle fut conquise. Dans les premières années de son commandement, il dut composer avec des chefs rivaux, négocier des alliances fragiles et affronter des rébellions sporadiques. Les guerres tribales, les querelles de succession et les rivalités religieuses faisaient partie du quotidien. Ménès sut s'y frayer un chemin avec une intelligence politique rare. Plutôt que d'écraser ses adversaires par la seule force, il préféra souvent les amadouer, offrir des unions matrimoniales, partager des terres ou confier des charges symboliques à ceux qui auraient pu devenir des ennemis. C'était un stratège avant d'être un conquérant. Sa cour, installée probablement à Tinis ou à Néken, devint un centre d'influence où se croisaient prêtres, guerriers et artisans. On y débattait des dieux, des récoltes et des guerres. Ménès y affirma peu à peu son autorité par un mélange d'équilibre et de vision. Il comprit que pour régner sur les hommes, il fallait leur offrir plus que la peur. Il fallait un idéal commun. Cet idéal, il commença à le façonner sous la forme d'une Égypte unifiée où la prospérité du Nil serait partagée et où les dieux du Sud et du Nord ne s'opposeraient plus, mais se compléteraient. Les témoignages archéologiques laissent deviner que cette époque fut celle d'une évolution décisive dans la structure du pouvoir. Les villages se transformaient en cités fortifiées. Les chefs de guerre se muaient en administrateurs. L'économie s'organisait autour du commerce du cuivre, de la céramique et surtout du grain, richesse suprême du Nil. Ménès, conscient de cette mutation, chercha à concentrer les échanges sous son autorité. Il mit en place un réseau de distribution plus centralisé, favorisant ainsi la dépendance des petites chefferies envers sa propre cour. L'unification politique
commençait déjà par l'unification économique. Mais la paix restait fragile. Les seigneurs de la région d'Abydos, voisins ambitieux et jaloux de la montée en puissance de Ménès, complotèrent contre lui. Des tensions éclatèrent, et les premières batailles de son règne local eurent lieu. On raconte que lors d'une de ces confrontations, Ménès mena personnellement ses troupes, vêtues de la peau de léopard sacré, symbole du pouvoir divin. Il aurait affronté ses ennemis non pas depuis l'arrière, mais à la tête de ses guerriers, maniant la massue blanche, emblème de la Haute-Égypte. Ce courage sur le champ de bataille fit naître autour de lui une légende, celle d'un chef invincible, béni par les dieux et choisi par Horus. Cette aura guerrière fut habilement utilisée pour renforcer sa position politique. Les prêtres virent en lui le bras terrestre d'Horus, le dieu faucon, protecteur du roi légitime. Cette identification divine n'était pas seulement religieuse, elle servait à justifier le pouvoir absolu. Ménès se présenta comme l'incarnation de l'ordre cosmique, le Maat, face au chaos des tribus divisées. Ce concept fondamental de l'équilibre entre justice, vérité et harmonie allait devenir le cœur de la pensée égyptienne. Sous son influence, la religion et la politique s'unirent pour la première fois dans une même vision du monde. À mesure que sa renommée grandissait, il chercha à consolider ses alliances par des mariages stratégiques. Les récits anciens évoquent une union avec une princesse du Nord, peut-être pour sceller une trêve ou préparer une future expansion. Dans les faits, ces alliances étaient plus symboliques que durables, mais elles montraient la subtilité de son jeu diplomatique. Ménès savait que la conquête du delta ne se ferait pas seulement par l'épée, mais aussi par le lien du sang. Les années passaient, et sa domination sur la Haute-Égypte se renforçait. Les tribus du Sud lui juraient fidélité. Les temples se multipliaient en son honneur, et les scribes, encore rares à cette époque, gravaient son nom sur les palettes et les objets votifs. Ces inscriptions primitives, mêlant art et pouvoir, témoignaient d'une transition entre la simple chefferie et la monarchie divine. Le chef local devenait roi en esprit avant de l'être en titre. Ce fut aussi une période d'expérimentation politique et administrative. Ménès créa des postes de confiance, attribua des responsabilités précises à des intendants, à des chefs militaires et à des prêtres. Cette structure embryonnaire annonçait déjà, elle, administration complexe, qui fera la force de elle, Égypte, des dynasties suivantes. Chaque région devait verser un tribut, chaque temple un hommage, et chaque sujet reconnaître l'autorité suprême du futur pharaon. La Haute-Égypte devenait un royaume organisé, discipliné et tourné vers un même horizon, la conquête du Nord. Malgré sa vision unificatrice, Ménès n'était pas un rêveur naïf. Il savait que le pouvoir devait s'imposer par la force autant que par le respect. Ses campagnes militaires, souvent rapides et décisives, visaient à écraser les foyers de résistance avant qu'ils ne s'étendent. Cependant, son habileté résidait dans sa clémence. Il intégrait souvent les chefs vaincus dans son propre système de pouvoir, leur offrant titres et privilèges en échange de loyauté. Ainsi, il bâtissait une hiérarchie où chacun trouvait sa place et où l'obéissance devenait synonyme de survie. La réputation de Ménès dépassa bientôt les frontières de la Haute-Égypte. Les marchands du Nord commencèrent à parler de un souverain du Sud qui aspirait à unir le pays tout entier. Cette rumeur, amplifiée par les voyageurs et les prêtres itinérants, semait déjà la crainte dans le delta. Les cités du Nord, prospères mais désorganisées, observaient avec inquiétude la montée d'un roi dont la puissance ne cessait de croître. Les prêtres de Néken, centre religieux majeur, consolidèrent son image sacrée. Ils firent graver des scènes où Ménès apparaissait couronné du lotus, symbole du Sud, triomphant sur ses ennemis. Ce culte préfigurait la future iconographie pharaonique. Le roi, fils d'Horus, tenant la massue sur ses adversaires agenouillés. La légende dépassait l'homme, et l'homme se fondait déjà dans le mythe. Vers la fin de cette période, Ménès n'était plus un simple chef local. Il était devenu le souverain incontesté de la Haute-Égypte, le détenteur de la puissance religieuse et militaire du Sud. Dans le regard de ses contemporains, il n'était plus seulement un homme, mais le garant de l'ordre divin sur terre. La prochaine étape de son destin allait le confronter à la Basse-Égypte, ce territoire fertile et convoité où régnaient encore d'autres rois. C'était là que se jouerait le véritable acte fondateur de l'histoire égyptienne,
la naissance du double royaume. La Haute-Égypte, désormais unifiée sous le commandement de Ménès, s'étendait comme une lance prête à percer le cœur du delta. Le roi, conscient que la suprématie politique ne pouvait se limiter au sud, orienta ses ambitions vers la Basse-Égypte, un territoire vaste, fertile mais fragmenté, où les cités indépendantes rivalisaient pour le contrôle des bras du Nil. Là régnaient encore des seigneurs puissants, entourés de leurs milices et de leurs dieux protecteurs. Le delta était un labyrinthe de marais, de canaux et de villages fortifiés, difficile à envahir et encore plus ardu à gouverner. Mais Ménès savait que pour sceller l'unité du pays, il devait y régner non seulement par la force, mais aussi par la légitimité. Avant de brandir la massue, il brandit la diplomatie. Ses premiers gestes furent des alliances. Des émissaires furent envoyés dans les cités du Nord avec des présents, or, étoffes et symboles de paix. Il proposait un pacte d'union, une alliance sous l'égide d'un dieu unique, Horus, symbole de l'ordre et de la royauté. Certains chefs du delta, épuisés par les guerres internes, acceptèrent cette offre. D'autres y virent une menace voilée. La tension monta et bientôt, les premiers affrontements éclatèrent sur les plaines inondées du Nord. Les chroniques mythiques parlent d'une série de batailles acharnées, dont la plus célèbre serait celle de Buto, ancienne capitale du Nord. Ménès aurait conduit ses armées en personne, chevauchant un char primitif tiré par des bœufs, sa massue blanche à la main et son front orné du lotus du Sud. Ses troupes, disciplinées et bien organisées, affrontèrent les armées du delta, plus nombreuses mais moins coordonnées. Les archéologues ont retrouvé des palettes cérémonielles, notamment la célèbre palette de Narmer, qui illustre symboliquement ses victoires, un roi du Sud frappant son ennemi du Nord, unissant les deux terres sous son autorité divine. Au-delà de la guerre, Ménès savait manier les symboles. Chaque victoire n'était pas seulement militaire, elle était aussi rituelle. Avant les batailles, il invoquait Horus, le dieu faucon, patron de la royauté, tandis que ses adversaires priaient Cès, dieu du désordre et du désert. Ces affrontements prenaient ainsi une dimension cosmique. Il ne agissait plus seulement de conquérir un territoire, mais de restaurer l'harmonie universelle. En triomphant du Nord, Ménès se présentait comme celui qui avait rétabli la Ma'at, l'ordre du monde. La conquête du delta ne fut pas rapide. Elle se déroula sur plusieurs campagnes, entrecoupées de périodes de trêve et de négociations. Les armées de Ménès progressaient le long du Nil, établissant des garnisons, fortifiant les points stratégiques et imposant progressivement son autorité. Chaque cité conquise devait offrir un tribut et ériger un temple en l'honneur d'Horus. Le pouvoir du Sud s'enracinait dans les symboles religieux aussi profondément que dans la terre. Mais Ménès ne se contentait pas de vaincre. Il observait, apprenait et adaptait sa stratégie. Le delta riche en ressources et en savoir-faire artisanal l'attirait autant qu'il le fascinait. Il savait que l'unification durable ne viendrait pas de la soumission, mais de l'intégration. Aussi, il épargna plusieurs cités vaincues, réintégrant leurs élites dans l'administration de son royaume. Il autorisa les cultes locaux à perdurer, mais les plaça sous la tutelle de ses prêtres. Ainsi, la religion devint un outil politique, un langage commun entre le Nord et le Sud. Le moment décisif de cette conquête fut la chute du dernier grand chef du delta, parfois nommé par la tradition comme le roi du serpent. Ce souverain, symbole du Nord, portait la couronne rouge de la Basse-Égypte, tandis que Ménès arborait la couronne blanche du Sud. Leur affrontement prit la valeur d'un mythe fondateur. 2 rois, 2 symboles, 2 royaumes. La légende raconte qu'après une bataille longue et sanglante, Ménès triompha et saisit la couronne rouge de son ennemi. En l'unissant à la sienne, il créa la double couronne, symbole éternel du pouvoir pharaonique. Ainsi naquit la couronne Sekhemti, les 2 puissances, emblème du double royaume. Ce geste n'était pas un simple acte politique, mais un message sacré. Désormais, la Haute et la Basse-Égypte ne formaient plus qu'un seul corps, unis par la volonté divine. Dans les temples, les prêtres récitèrent des hymnes célébrant cette union. Ils représentaient Ménès sous les traits d'Horus, dominant un ennemi agenouillé portant la marque du serpent. Le roi devint alors le garant de la cohésion entre les contraires. La terre noire du Nil et la terre rouge du désert, la fertilité et la sécheresse, la lumière et l'obscurité. Pour consolider cette victoire, Ménès entreprit une série de réformes symboliques. Il proclama la création d'un nouveau titre royal, Nessu-Biti.
celui du jonc et de l'abeille, représentant respectivement la Haute et la Basse Égypte. Ce titre, adopté par tous les pharaons après lui, incarnait la double nature du pouvoir. Il institua également une administration commune, envoyant des gouverneurs du Sud superviser les cités du Nord, tout en gardant des chefs locaux en place pour éviter les révoltes. Ce subtil équilibre entre contrôle et autonomie assura la stabilité du royaume naissant. La victoire de Ménès transforma profondément la société égyptienne. Les routes commerciales, autrefois séparées, furent unifiées. Les artisans du Nord et du Sud échangèrent leurs techniques. Les symboles royaux, jusque-là multiples, se fondirent en un seul système cohérent. L'art, la langue et la religion commencèrent à refléter cette fusion. Sur les murs des temples, le roi fut représenté portant à la fois le lotus du Sud et le papyrus du Nord, unis par le nœud de la royauté. Mais derrière la gloire de la conquête, Ménès resta un homme politique habile, conscient que la victoire militaire ne suffisait pas à fonder un empire. Il multiplia les mariages diplomatiques avec les princesses des grandes cités du Nord, intégrant ainsi leur lignée à la sienne. Ces alliances, scellées par des rituels religieux, renforcèrent son autorité et légitimèrent son règne sur le delta. Par la persuasion autant que par la force, il transforma les anciens ennemis en alliés. Une fois la paix rétablie, Ménès organisa une grande cérémonie sur les rives du Nil. Entouré de ses prêtres et de ses généraux, il proclama l'union des deux terres devant les dieux et les hommes. Les chants résonnaient. Horus triomphait de Cès, la lumière régnait sur le chaos, et le roi devenait le pont entre les mondes. Ce moment, gravé dans la mémoire collective, marqua le passage définitif de la préhistoire à l'histoire égyptienne. Ainsi s'acheva la conquête de la Basse-Égypte, non par la destruction mais par l'intégration. Ménès avait compris que l'unité véritable ne pouvait se fonder sur la peur, mais sur la cohésion d'un peuple rassemblé autour d'une même vision. Sous son sceptre, les deux terres devinrent un seul royaume, et l'Égypte entra dans une ère nouvelle, celle des pharaons, des temples et des dieux immortels. Et au centre de cette révolution silencieuse, un nom brillait désormais comme une promesse, Ménès, le premier roi de l'humanité civilisée. L'unification du pays sous le règne de Ménès ne fut pas seulement une victoire militaire, mais la naissance d'une idée nouvelle, celle d'un royaume indivisible où la terre, le ciel et le pouvoir se répondaient dans une harmonie sacrée. Après la conquête du Delta, Ménès entreprit une œuvre bien plus grande que celle d'un conquérant. Il devait transformer un ensemble de peuples rivaux en une seule nation, unifiée non seulement par la loi, mais par une identité commune. C'est ainsi que naquit le double royaume, un concept politique, spirituel et symbolique qui allait définir, elle, essence même de elle, Égypte, pendant plus de 3 millénaires. Les rituels de l'unification furent solennels. Sur les rives du Nil, les prêtres d'Horus et de Seth célébrèrent ensemble la fusion des deux terres, la Haute-Égypte représentée par la couronne blanche et la Basse-Égypte par la couronne rouge. Devant le peuple assemblé, Ménès prit les deux insignes et les réunit en un seul diadème. La double couronne appelée Pshent, symbole éternel du pouvoir pharaonique. Ce geste simple et grandiose consacra l'union de la vallée et du delta sous un seul sceptre. Les anciens adversaires devinrent des sujets d'un même souverain, et le roi devint non plus le chef d'un peuple, mais le garant de l'ordre cosmique. Ce nouvel ordre se matérialisa dans les titres royaux. Ménès adopta pour la première fois celui de Nesubiti, celui du jonc et de l'abeille, représentant les emblèmes respectifs du Sud et du Nord. Cette appellation incarnait la double essence du pouvoir, la force issue de la Haute-Égypte et la douceur fertile de la Basse-Égypte. Plus qu'une formule protocolaire, ce titre exprimait l'équilibre entre deux forces complémentaires, une idée que toute la civilisation égyptienne allait vénérer, le Sud et le Nord, le masculin et le féminin, la rigueur et la générosité. Ainsi, le roi ne régnait pas sur un peuple divisé, mais sur un monde équilibré. Dans les temples, la figure du roi prit une dimension divine. Ménès fut proclamé seigneur des deux terres, Neb-Taoui. Ce titre nouveau n'était pas seulement honorifique, il symbolisait la mission sacrée du souverain. Le pharaon devenait le centre du monde, l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, le gardien de la Ma'at, cet ordre universel que toute chose devait respecter. À travers lui, la prospérité du Nil,
La stabilité des saisons et la paix des hommes trouvaient leur garant. L'unification du pays s'étendait ainsi bien au-delà du domaine politique. Elle était cosmique, inscrite dans l'équilibre même de l'univers. Pour affirmer cette unité, Ménès entreprit d'uniformiser les symboles du pouvoir. Le sceptre Eka, signe de commandement, et le fouet Nekaka, symbole de protection, furent désormais associés à la double couronne. Le trône du pharaon, élevé sur une plateforme de pierre, fut décoré de motifs représentant le lotus et le papyrus entrelacés, une image parfaite de union entre le sud et le nord. Ces symboles, simples en apparence, parlaient à l'imaginaire collectif. Ils rappelaient à tous que la puissance du roi ne venait pas seulement de son armée, mais de son lien avec les forces de la nature et du divin. Sous le règne de Ménès, le pouvoir royal se structura de manière nouvelle. Là où les chefs locaux exerçaient autrefois une autorité fragmentée, un centre politique unique commença à se former. Le roi ne gouvernait plus seulement depuis son palais, mais à travers un réseau de représentants, d'intendants et de prêtres. Chaque région, chaque temple, chaque village devait reconnaître l'autorité du Seigneur des deux terres. Cette centralisation posa les fondations de l'État égyptien, une structure qui allait perdurer, presque inchangée, pendant des siècles. L'unification inspira également une transformation profonde dans l'art et la religion. Les artisans commencèrent à représenter le roi dans une posture codifiée, debout, le bras levé, frappant ses ennemis, tandis que les symboles des deux terres se tenaient à ses côtés. Cette image du pouvoir qui ornera les murs des temples et les stèles pendant des millénaires vit le jour sous Ménès. Elle traduisait l'idée que le roi, par sa force et sa sagesse, maintenait l'ordre face au chaos. L'iconographie pharaonique, avec sa rigueur et sa majesté, naquit de cette volonté d'exprimer l'unité dans la puissance. Mais Ménès comprit aussi qu'un royaume ne pouvait être durable, sain. Il reposait uniquement sur les armes ou les symboles. Pour ancrer cette union dans la vie quotidienne, il mit en place une administration commune. Les mesures, les poids et les taxes furent harmonisés entre le nord et le sud. Les scribes, chargés de noter les récoltes et les impôts, commencèrent à développer une écriture plus systématique, ancêtre des hiéroglyphes. La bureaucratie égyptienne, célèbre pour sa précision, trouvait là ses racines. La religion fut l'un des piliers de cette unification. Ménès sut que la foi pouvait cimenter ce que la politique seule ne pouvait garantir. Il encouragea les prêtres à unifier les panthéons locaux. Horus du Sud et les divinités du Nord furent associés dans de nouveaux mythes communs. Le dieu solaire, Rê, commença à s'imposer comme symbole d'unité, éclairant également les deux terres. Le roi, en tant que fils de Rê, devint le garant de cette lumière. Chaque fête religieuse, chaque offrande, chaque hymne servait à rappeler cette unité sacrée entre les hommes et les dieux. Dans ce nouveau cadre, la figure du pharaon prit une dimension sans précédent. Ménès ne se présentait plus seulement comme un souverain terrestre, mais comme un dieu incarné. Son trône, placé au centre du temple et du palais, représentait le point d'équilibre du monde. Autour de lui, le peuple voyait se concrétiser une idée. Le roi Hénen n'était pas seulement le chef des armées ou le maître des récoltes, il était le garant de la stabilité universelle. Par son existence même, il assurait la continuité du cosmos. L'unification du pays transforma également la perception du temps et de l'histoire. Avant Ménès, chaque cité comptait les années selon ses propres traditions. Après lui, un calendrier royal commun fut instauré. Le temps lui-même devint un instrument du pouvoir. Chaque année du règne était enregistrée, associée à un événement majeur, une victoire, une fête religieuse, une construction. Le roi devint la mesure du temps, son règne le rythme de la vie. Pour la première fois, l'Égypte se regarda comme une seule entité. Les artistes du Sud adoptèrent les styles du Nord, et inversement. Les dieux fusionnèrent, les coutumes s'entremêlèrent, et les échanges s'intensifièrent le long du fleuve. Le Nil, colonne vertébrale du pays, devint le lien vivant entre les deux terres, un chemin sacré où naviguaient les bateaux royaux ornés de symboles d'unité. Dans la conscience collective, l'Égypte devint un être vivant dont le roi était le cœur battant. Ainsi, Ménès fit plus que fonder un royaume. Il donna naissance à une civilisation. En unissant le Nord et le Sud,
Il unifia aussi les forces de la nature, la foi et la raison, le mythe et la réalité. Le double royaume, né de son génie politique et spirituel, ne fut pas une simple création humaine, mais l'expression d'un idéal, celui de l'harmonie entre les contraires. C'est cette harmonie, si profondément ancrée dans la pensée égyptienne, qui permit à cette civilisation de traverser les siècles sans jamais perdre son âme. La fondation de Memphis marque l'un des tournants les plus décisifs de l'histoire égyptienne. Après avoir uni les deux terres, Ménès comprit qu'un royaume nouveau exigeait un centre nouveau, un cœur capable de battre au rythme du Nil et de relier les forces du sud et du nord. C'est dans cette vision que, il décida d'ériger une capitale à la frontière des deux mondes, un lieu où se rejoindraient les eaux, les peuples et les dieux. Ainsi naquit Memphis, la balance des deux terres, ville-monde avant l'heure, destinée à devenir le symbole vivant de l'unité et de la puissance du double royaume. Selon les chroniques anciennes, Ménès choisit pour emplacement une étendue de terre au sud du delta, là où la vallée fertile commence à s'élargir. Le site était idéal, protégé des inondations, proche des routes commerciales du nord et des mines du sud, au carrefour des voies fluviales et terrestres. Le roi aurait même, selon la légende rapportée par Manéthon et reprise plus tard par les Grecs, détourné le cours du Nil pour assécher une zone marécageuse et y bâtir sa cité. Ce prodige d'ingénierie, bien avant les grands travaux de l'époque pharaonique, illustre l'audace et la vision d'un souverain qui voulait non seulement dominer la terre, mais la remodeler à l'image de son pouvoir. Memphis ne fut pas seulement une capitale politique, elle fut le premier centre administratif d'une Égypte unifiée. Dès ses débuts, la ville se couvrit de bâtiments officiels, d'entrepôts et de temples. Le palais royal, vaste complexe entouré de hauts murs blancs, abritait les scribes, les intendants et les conseillers du roi. Autour du palais se développa un réseau de bureaux où s'organisait la vie du royaume. Recensement des récoltes, collecte des impôts, distribution des grains, planification des travaux et gestion des temples. Pour la première fois, le pouvoir devint une machine ordonnée, rationnelle, dotée d'une mémoire écrite. Les scribes de Memphis, les premiers serviteurs de l'État, transformèrent les décisions du roi en lois et les événements en histoire. La position de Memphis, au point de rencontre des deux terres, symbolisait cette administration centralisée. Depuis la cité, les ordres pouvaient se répandre rapidement dans toutes les directions. Les bateaux descendèrent le fleuve vers le delta, porteurs des décrets royaux, tandis que d'autres remontaient vers la Nubie chargés de marchandises et d'offrandes. Memphis devint le carrefour de toutes les routes, celle des marchandises, des idées et des symboles. C'est là que se créa le premier réseau administratif et économique à l'échelle nationale, un modèle qui allait inspirer tous les pharaons à venir. Mais au-delà de la politique, Memphis était un symbole spirituel. Les prêtres de la ville, témoins de l'union des deux terres, développèrent une théologie nouvelle, celle de Ptah, le Dieu créateur. Dans leur vision, Ptah ne forgeait pas le monde par la guerre ou par la force, mais par la pensée et la parole. Il concevait toute chose dans son cœur et lui donnait vie par sa voix. Ce mythe, né dans les temples de Memphis, fut un écho spirituel à l'œuvre de Ménès, l'unité, née non pas du chaos, mais de l'ordre, du verbe et de la raison. Le grand temple de Ptah, Outkapta, le domaine du Ka de Ptah, devint le centre religieux et philosophique du royaume. Autour de lui se forma une élite de prêtres, d'artisans et de penseurs. Ces hommes, gardiens du savoir, furent les premiers à concevoir l'idée que la création divine et la création politique obéissaient à la même loi, elle, ordre juste, la Ma'at. C'est de ce temple que dérive d'ailleurs le nom grec de l'Égypte, Aegyptos, corruption de Outkapta. Ainsi le prestige de Memphis, né du génie de Ménès, allait traverser les millénaires et donner son nom même au pays des pharaons. La cité grandit rapidement. Des quartiers d'artisans s'installèrent le long des canaux, travaillant le cuivre, l'or, la pierre et les étoffes. Les marchands affluaient du nord et du sud, apportant les richesses du delta et les trésors de Nubie. Les scribes notaient chaque transaction, chaque livraison, chaque offrande faite au roi. Le marché central de Memphis, animé jour et nuit, devint un lieu d'échange incessant, où se mêlaient langue, visage et tradition. Sous Ménès, la ville prit des allures cosmopolites.
Elle incarnait le rêve d'un pays unifié, non pas par la contrainte, mais par le commerce et la prospérité partagée. La culture nationale égyptienne trouva en Memphis son berceau. Les artistes et les architectes, travaillant pour le palais et les temples, développèrent un style propre, des lignes pures, une symétrie parfaite, une recherche de l'équilibre entre les formes humaines et divines. Art de Memphis, posait les fondations de ce que on appellera plus tard art pharaonique. On y codifia les proportions du corps royal, la posture hiératique du pharaon, la représentation des dieux et des hiéroglyphes. Tout ce langage visuel, qui allait se répandre de Thèbes à Saqqara, prit racine dans la capitale fondée par Ménès. Memphis servit aussi de modèle d'urbanisme. La ville fut divisée en zones ordonnées, le quartier royal, les temples, les ateliers, les entrepôts et les habitations. Les rues suivaient des axes précis, facilitant la circulation des processions religieuses et des convois officiels. Les canaux, creusés à partir du Nil, irriguaient les champs environnants et assuraient l'approvisionnement en eau. On y voit les premières traces d'une planification urbaine consciente, reflet du nouvel ordre instauré par Ménès. L'Égypte, autrefois éclatée en chefferies rurales, devenait un pays organisé, doté de villes véritables. Les prêtres de Ptah, en étroite relation avec le palais, jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion de cette culture unifiée. Ils enseignaient aux scribes la géométrie, l'écriture, la comptabilité et la liturgie. Les rites célébrés à Memphis furent adoptés dans tout le royaume. Processions, hymnes, offrandes quotidiennes. Les fêtes du dieu Ptah et du pharaon attiraient des pèlerins venus des deux extrémités du pays. Chaque célébration devenait un acte politique, rappelant l'unité du double royaume sous la bénédiction des dieux. Memphis devint également un centre militaire stratégique. Les arsenaux royaux, construits sur les hauteurs à l'ouest de la ville, abritaient les armées du roi, toujours prêtes à défendre les frontières du royaume. De là partaient les expéditions vers le Sinaï, la Nubie ou le désert occidental. Les soldats, souvent d'origines diverses, trouvaient dans la discipline et le service du roi une identité commune. L'armée, autrefois simple rassemblement de clans, se transforma en une institution nationale, reflet du nouvel ordre instauré par Ménès. Mais plus encore que son pouvoir administratif ou militaire, c'est le rayonnement intellectuel de Memphis qui fit sa grandeur. On y élaborait les premières réflexions sur la création, la royauté, la justice et la vie après la mort. Les scribes consignaient dans leurs textes la vision d'un monde ordonné, où chaque être avait sa place et son rôle. Cette pensée, mêlant raison et mystère, devint le socle de la civilisation égyptienne. Ainsi, Memphis n'était pas seulement une capitale, elle était une idée, une cité construite à la croisée des mondes, à l'image du pays qu'elle gouvernait. Sous Ménès, elle devint le cœur battant de l'Égypte, le lieu où s'unissaient le politique et le sacré, le matériel et le spirituel. Chaque pierre, chaque temple, chaque canal portait en lui le message du roi. L'ordre naît de l'unité, et tant que Memphis se dresserait entre le sud et le nord, l'Égypte resterait unie, forte et consciente d'elle-même. Le règne de Ménès ne se limita pas à la conquête ni à la fondation une capitale. Il fut avant tout celui de la construction un ordre nouveau. Après avoir uni les deux terres et fondé Memphis, Ménès entreprit, œuvre la plus complexe et la plus durable de toutes, la création des un État. Pour que son royaume survive à la guerre, il fallait le cimenter par des institutions, des lois et des croyances communes. Le roi comprit que la victoire militaire était qu'un commencement. Pour régner sur les hommes, il fallait aussi régner sur leur cœur, sur leur terre et sur leur Dieu. Le premier défi de Ménès fut d'organiser le pouvoir. Jusque-là, chaque région possédait ses propres chefs, prêtres et traditions. Le roi décida de conserver une part de cette diversité tout en intégrant dans une hiérarchie unifiée. Il institua un système d'administration centralisé dont le centre se trouvait à Memphis. Autour du trône, il forma un conseil de dignitaires issus des deux anciennes régions, une manière assurer la loyauté du Nord et du Sud. Ces hommes, choisis pour leurs compétences autant que pour leur fidélité, étaient chargés de superviser les domaines royaux, les impôts, les temples et l'armée. Le territoire fut divisé en provinces administratives, chacune dirigée par un représentant du roi,
ancêtres de ce que les Égyptiens appelleront plus tard les nomarques. Ces gouverneurs avaient pour mission de collecter les tribus, d'organiser les travaux agricoles et de maintenir l'ordre. En échange, ils recevaient terres et privilèges, mais leur autorité restait strictement subordonnée à celle du pharaon. Ce maillage administratif permit au pouvoir central d'étendre son influence jusque dans les villages les plus reculés du delta et des confins du sud. Les scribes jouèrent un rôle essentiel dans ce nouvel ordre. Véritables architectes du pouvoir, ils consignaient chaque décision, chaque transaction, chaque offrande. Grâce à eux, le royaume acquit une mémoire durable. Les premiers signes de l'écriture hiéroglyphique, nés sans doute à la fin de la période prédynastique, furent désormais utilisés pour administrer l'État. Les documents officiels, gravés ou peints sur les tablettes d'argile et les murs des temples, devenaient la voix du roi. Sous Ménès, l'écriture passa du domaine sacré à celui du politique. Elle devint le outil de la loi, de la justice et de la propagande royale. Parallèlement, Ménès entreprit des réformes économiques profondes. Il savait que la richesse du royaume dépendait de la maîtrise du Nil et de la bonne gestion des récoltes. À Memphis, il fit créer un bureau chargé de mesurer les crues du fleuve et de répartir les eaux des irrigations. Des digues et des canaux furent construits pour améliorer la fertilité des terres. Le roi institua également un système de greniers publics où les surplus de céréales étaient stockés, garantissant ainsi la sécurité alimentaire en cas de sécheresse. Cette politique visionnaire transforma l'agriculture égyptienne en un modèle d'efficacité et de stabilité. Le commerce, lui aussi, fut encouragé. Les artisans de Memphis produisaient des biens recherchés, poteries fines, bijoux, textiles, outils de cuivre. Ces produits circulaient le long du Nil et au-delà, jusqu'aux confins de la Nubie et du Levant. Les routes fluviales furent sécurisées par des garnisons permanentes, assurant la libre circulation des bateaux. Les marchands étrangers commencèrent à fréquenter les marchés de Memphis, apportant bois, encens, lapis-lazuli et autres richesses exotiques. Pour la première fois, l'Égypte devint un carrefour commercial entre l'Afrique, l'Asie et la Méditerranée. Mais l'une des plus grandes réformes de Ménès fut d'ordre religieux. Conscient que le pouvoir politique devait s'appuyer sur une légitimité sacrée, il entreprit d'unifier les cultes du Nord et du Sud. Chaque région possédait ses divinités tutélaires, Horus à Néken, Seth à Ombos, Nit à Saïs, Wadjet dans le delta. Ménès, avec l'aide des prêtres, chercha à harmoniser ses croyances pour en faire un panthéon cohérent. Le roi se plaça lui-même au centre de ce système en se présentant comme l'incarnation de Horus sur terre. Cette identification n'était pas symbolique. Elle faisait du pharaon un être divin, intermédiaire entre les hommes et les dieux. Ce culte royal, dont Ménès posa les fondations, allait devenir l'âme de toute la civilisation égyptienne. Le roi n'était plus seulement un souverain, mais le garant de la Ma'at, l'ordre cosmique, la vérité et la justice universelle. Son rôle consistait à maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre, entre la vie et la mort, entre les dieux et les hommes. Chaque acte du pharaon, qu'il s'agisse d'une bataille, d'une loi ou d'une offrande, participait à cet équilibre sacré. En retour, le peuple devait obéissance et vénération à celui qui incarnait cette harmonie. Pour renforcer ce lien entre le pouvoir et le divin, Ménès fit construire ou restaurer plusieurs sanctuaires à travers le pays. À Memphis, il agrandit le temple de Ptah, centre du culte officiel. En Haute-Égypte, il fit ériger des temples dédiés à Horus et à Nekhbet, symboles respectifs du nord et du sud. Chaque édifice servait à rappeler l'unité du royaume et la mission sacrée du pharaon. Les cérémonies religieuses, soigneusement codifiées, glorifièrent le roi comme le fils du soleil, celui qui fait régner la lumière sur le chaos. Les prêtres devinrent alors les nouveaux alliés du trône. En échange de leur loyauté, ils reçurent terre, privilèges et influence. Ils participaient à l'administration du royaume, interprétaient les signes divins et veillaient à la pureté des rituels. Sous Ménès, la religion cessa d'être locale. Elle devint nationale. Elle, alliance entre le temple et le palais, créa un équilibre durable entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. L'économie, la religion et l'administration formaient désormais un tout indissociable. Chaque domaine nourrissait les autres. Les impôts collectés sur les récoltes finançaient les temples et les armées. Les prêtres légitimaient le pouvoir royal, les scribes garantissaient l'ordre et la justice.
L'État égyptien, dans sa forme la plus complète, venait de naître. Et avec lui, un modèle politique qui traverserait 3 millénaires sans jamais perdre son essence. Le peuple, de son côté, bénéficia des réformes. La prospérité issue de la paix et des récoltes stables améliora la vie quotidienne. Les villages s'étendirent, les marchés se multiplièrent, et les artisans commencèrent à transmettre leur savoir de génération en génération. Les fêtes religieuses, plus fréquentes et plus fastueuses, offraient des moments de joie collective où les citoyens pouvaient célébrer l'unité du royaume. Pour la première fois, les Égyptiens se virent non plus comme des habitants d'un village, mais comme membres d'un même peuple, celui du Nil, réunis sous un seul roi et une même loi. Ménès, en véritable visionnaire, avait compris que le pouvoir ne résidait pas seulement dans la conquête, mais dans la structure invisible qui la soutient. Il bâtit un État fondé sur l'équilibre, entre centralisation et autonomie, entre tradition et innovation, entre le visible et le sacré. Ce modèle allait perdurer, presque inchangé, sous les dynasties suivantes. Le rêve du premier pharaon avait pris racine, l'ordre remplaçait le chaos, la loi remplaçait la force, et l'unité se transformait en civilisation. Sous le règne de Ménès, l'Égypte entra dans une ère de créativité et d'harmonie sans précédent. L'unité politique et la stabilité économique qu'il avait établie permirent à l'art, à la religion et à la pensée symbolique de s'épanouir comme jamais auparavant. Pour la première fois dans l'histoire humaine, la culture devint le reflet conscient d'un pouvoir organisé, d'une vision du monde où chaque geste, chaque forme, chaque pierre posée avait une signification cosmique. Le règne du premier pharaon inaugura ainsi une tradition artistique et spirituelle qui allait durer plus de 3 millénaires, celle d'un art au service du divin, d'une architecture conçue pour l'éternité et d'une religion qui faisait du roi le pivot entre les hommes et les dieux. Memphis, centre du royaume et foyer de l'innovation, devint l'épicentre de ce rayonnement. Autour du palais et du grand temple de Ptah, les artisans, les sculpteurs et les architectes travaillaient sous la supervision des scribes et des prêtres. Leur mission n'était pas seulement de décorer ou de construire, mais de donner forme visible à des idées métaphysiques. L'art sous Ménès devint un langage sacré. Chaque ligne, chaque proportion, chaque couleur traduisait une pensée religieuse ou politique. Les artistes étaient considérés comme des serviteurs du cas royal, élément l'énergie vitale du pharaon, et leur œuvre comme une extension de sa présence divine. Les premières représentations royales connues de cette période montrent déjà les fondements d'Ézik, un style qui restera immuable. Le pharaon debout, hiératique, dominant ses ennemis ou recevant les offrandes des dieux. La figure du roi n'était jamais représentée de manière réaliste, mais idéalisée, intemporelle. Son visage, serein et sans âge, incarnait la mat, l'équilibre universel. L'individu disparaissait au profit du symbole. À travers ces images, Ménès n'était plus seulement un homme, il devenait le modèle éternel du pouvoir, le prototype de tous les pharaons à venir. Cette codification visuelle s'étendit aussi à la sculpture et à la céramique. Les statues de dignitaires et de prêtres, souvent en pierre ou en ivoire, reprenaient les mêmes principes, frontalité, symétrie, stabilité. Rien n'était laissé au hasard. Chaque détail exprimait la permanence et l'ordre. Même les objets du quotidien, bols, palettes, bijoux, portaient la marque de cette esthétique de l'équilibre. L'art égyptien, dès ses débuts, ne cherchait pas l'émotion, mais la vérité symbolique. Il devait exprimer la perfection du monde voulu par les dieux et maintenu par le pharaon. Les temples, de leur côté, devinrent des laboratoires de cette conception de l'art sacré. Sous Ménès, les premiers véritables complexes religieux prirent forme, faits de briques crues, de bois et de pierre. Bien qu'ils soient aujourd'hui presque entièrement disparus, les fouilles ont révélé des plans précis, cours ouvertes, sanctuaires, salles à colonnes, autels et bassins rituels. Chaque espace répondait à une fonction spirituelle et à une géométrie sacrée. Le temple n'était pas une simple demeure des dieux, mais une représentation terrestre du cosmos. Ses murs, ses axes et ses proportions incarnaient l'harmonie entre le ciel et la terre. Le lien entre architecture et religion atteignit un niveau inédit de sophistication. Dans la pensée memphite, née sous Ménès, on enseignait que le monde avait été conçu dans l'esprit de Ptah avant D,
être manifesté par sa parole. L'architecte humain, à l'image du Dieu créateur, concevait d'abord dans son cœur, puis donnait forme par la main. Construire devenait un acte sacré. Ainsi, chaque pierre posée à Memphis, chaque colonne dressée dans un temple, participait à l'acte créateur divin. Le pharaon, maître bâtisseur par excellence, était vu comme le garant de cet ordre cosmique matérialisé dans la pierre. Les tombes royales et nobles de cette époque témoignent elles aussi de ce nouvel idéal artistique. À Abydos et à Saqqara, les archéologues ont découvert les premières tombes monumentales de la première dynastie, souvent attribuées à Ménès et à ses successeurs immédiats. Ces constructions en briques, appelées mastabas, marquent une rupture radicale avec les sépultures plus modestes de la période prédynastique. Leurs plans rectangulaires, leurs chambres souterraines et leurs décorations murales reflétaient déjà la volonté de préparer le roi à son éternité. La tombe devenait une maison d'éternité, un prolongement du pouvoir royal dans l'au-delà. L'idée d'immortalité centrale dans la pensée égyptienne prit sous Ménès une dimension politique. Le roi, en tant qu'incarnation d'Horus, ne mourait pas vraiment. À sa mort, il rejoignait les dieux et renaissait sous la forme d'Osiris, le souverain du monde des morts. Son successeur, à son tour, devenait le nouvel Horus vivant. Ainsi, la continuité dynastique se fondait sur un mythe cosmique. La royauté ne mourait jamais. Cette conception donna à El-Ahart et à la religion un objectif commun, maintenir la mémoire du roi et assurer son éternité. Les cérémonies religieuses se développèrent à une échelle jamais vue. Chaque fête était à la fois un acte spirituel et un spectacle grandiose. Des processions solennelles parcouraient Memphis. Le roi, paré des symboles du double royaume, offrait des sacrifices aux dieux, accompagnés de musiciens, de danseurs et de prêtres portant les étendards divins. Ces rituels, répétés année après année, gravaient dans la mémoire collective l'image d'un pouvoir à la fois humain et divin. Le peuple, émerveillé, participait à cette mise en scène de la Ma'at incarnée. Sous l'influence de ces croyances, la littérature sacrée commença à se développer. Bien que les textes de cette période soient rares, certains hymnes et formules retrouvés dans les tombes les plus anciennes témoignent déjà d'une pensée théologique élaborée. On y exalte le rôle du roi comme gardien de la lumière, celui qui repousse les ténèbres du chaos. On y décrit le voyage de l'âme dans l'au-delà, guidé par les dieux protecteurs. Ces premiers écrits annoncent la future grandeur des textes des pyramides, rédigés plusieurs siècles plus tard mais dont les racines plongent dans l'époque de Ménès. L'influence de ce rayonnement artistique et religieux dépassa rapidement les frontières du royaume. Les objets égyptiens retrouvés dans des sites du Levant et de Nubie montrent que le prestige du double royaume fascinait déjà ses voisins. Les souverains étrangers cherchaient à imiter les symboles royaux égyptiens, considérant Ménès comme le modèle du roi parfait, choisi par les dieux et aimé de son peuple. L'art devint ainsi un instrument de diplomatie. En exportant ces images, l'Égypte exportait son idée du monde, fondée sur l'ordre, la beauté et l'éternité. À l'intérieur du royaume, ce rayonnement culturel servit à consolider l'unité nationale. Les temples du Nord et du Sud adoptèrent peu à peu les mêmes rites, les mêmes images et les mêmes hymnes. Les artisans de tout le pays s'inspirèrent du style memphite, créant une identité artistique commune. Le peuple voyait dans ces symboles le reflet de sa propre stabilité. Ainsi, l'art devint un outil de cohésion, une langue silencieuse qui parlait à tous, au-delà des frontières régionales et des dialectes. Sous Ménès, l'Égypte découvrit le pouvoir de l'éternité. Chaque objet, chaque temple, chaque mot gravé visait à défier le temps. Le roi avait compris que la véritable victoire n'était pas celle des armes, mais celle de la mémoire. Par l'art, il grava dans la pierre le message de son règne. Elle, ordre est la beauté du monde, et la beauté est le visage de la vérité. Cette idée, transmise de génération en génération, allait faire de l'Égypte non seulement un empire, mais une civilisation, la première à avoir compris que le pouvoir le plus durable est celui qui s'exprime dans l'harmonie du visible et de l'invisible. À la fin de son long règne, Ménès avait transformé une mosaïque de tribus rivales en la première grande nation organisée du monde. Sous son autorité, les deux terres vivaient en paix, la prospérité régnait, et l'idée même d'Égypte, un pays unifié, protégé par les dieux et gouverné par un souverain sacré, était devenue une réalité incontestable. Pourtant,
Comme souvent pour les figures fondatrices, sa mort est entourée d'autant de mystères que sa naissance. Les dernières années du premier pharaon se perdent dans un brouillard où l'histoire, la légende et le mythe s'entrelacent au point de devenir indissociables. Les textes les plus anciens ne livrent que des fragments. On raconte que Ménès aurait régné pendant plusieurs décennies, peut-être 60 ans ou plus, selon certaines sources antiques comme celle de Manéthon, le prêtre égyptien du IIIe siècle avant notre ère. Son règne aurait été si long et si stable qu'il symbolisa dès l'Antiquité l'âge d'or des origines, une époque où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux, où la Maat régnait sans faille. Les scribes des dynasties suivantes évoquaient son nom avec respect, presque avec nostalgie, comme celui de l'homme qui avait établi l'ordre du monde. Mais la manière dont Ménès quitta la vie terrestre devint, elle aussi, un mythe. Une tradition ancienne, rapportée par Hérodote et Diodore de Sicile bien des siècles plus tard, raconte qu'il serait mort de façon tragique, attaqué par un hippopotame lors d'une partie de chasse. Ce récit, à la fois étrange et symbolique, a fasciné les historiens. Pour les Égyptiens, l'hippopotame n'était pas seulement un animal dangereux, il représentait Sès, le dieu du chaos, l'ennemi d'Horus. Que Ménès ait été tué par un hippopotame signifiait donc que, même à la fin de sa vie, il dut affronter les forces du désordre qu'il avait combattu toute son existence. Sa mort devenait une allégorie, l'ordre succombant un instant au chaos, avant de renaître sous la forme du nouveau roi, garant de la continuité divine. D'autres versions, plus sobres, suggèrent qu'il mourut de vieillesse, honoré et entouré de sa cour. Selon ces traditions, il aurait été inhumé à Abydos, nécropole sacrée des premiers rois, lieu où la terre du Sud touchait symboliquement celle du Nord. Des fouilles archéologiques y ont mis au jour plusieurs tombes royales de la première dynastie, dont certaines pourraient appartenir à Ménès ou à ses successeurs immédiats, Narmer et Horaha. Mais l'identification demeure incertaine. Aucune inscription définitive ne mentionne clairement son nom. Cette ambiguïté historique a donné naissance à un vaste débat parmi les égyptologues modernes. Qui était réellement Ménès? Était-il une personne réelle ou un personnage symbolique condensant les exploits de plusieurs souverains? Les preuves archéologiques tendent à montrer que l'unification de l'Égypte fut un processus graduel, s'étendant sur plusieurs générations. Le nom de Narmer, notamment, apparaît sur la célèbre palette découverte à Hiérakonpolis, représentant un roi coiffé de la double couronne et triomphant de ses ennemis, des images qui rappellent étrangement les exploits attribués à Ménès. Certains chercheurs pensent donc que Ménès et Narmer ne seraient qu'une seule et même personne, le nom de Ménès étant un titre posthume ou dynastique signifiant « celui qui endure » ou « celui qui établit ». D'autres théories, cependant, distinguent les deux figures. Pour certains, Narmer aurait été le véritable conquérant, et Ménès son successeur immédiat, Horaha, celui qui aurait fondé Memphis et consolidé l'unification. Dans cette lecture, Ménès ne serait pas un individu, mais un nom collectif englobant le début de la première dynastie, une sorte de symbole dynastique servant à marquer la transition entre la préhistoire et l'histoire. Cette confusion est renforcée par la manière dont les anciens Égyptiens concevaient le temps. Pour eux, les origines n'étaient pas linéaires mais cycliques, et les figures fondatrices pouvaient se superposer sans contradiction. Quelle que soit la vérité, il est indéniable que Ménès, ou celui que l'on désigne sous ce nom, représente le moment précis où la civilisation égyptienne prit conscience d'elle-même. L'Égypte, avant lui, était une série de royaumes épars. Après lui, elle devint une entité culturelle et spirituelle unique. Sa figure, qu'elle soit réelle ou mythique, incarne cette transition fondamentale. Les scribes et les prêtres des dynasties ultérieures en firent un modèle, le prototype du pharaon idéal, fort, pieux, juste et fondateur. Chaque roi, en montant sur le trône, revendiquait symboliquement son héritage, se présentant comme le nouveau Ménès qui, à son tour, maintenait l'unité du monde. La légende de sa mort par l'hippopotame, au-delà de sa signification religieuse, reflète peut-être aussi la réalité politique de la fin de son règne. Après des décennies de stabilité, des tensions avaient pu renaître dans certaines régions du Nord, où les anciennes élites résistaient encore à l'autorité centrale. L'ordre instauré par Ménès nécessitait une vigilance constante. L'image du roi dévoré par le chaos
même symboliquement, traduisait peut-être la crainte collective d'un retour au désordre. Pourtant, cette peur fut dissipée par la continuité dynastique. Son successeur, souvent identifié à Or-Aha, poursuivit son œuvre, consolidant le trône et le culte royal. Les archéologues modernes, malgré des décennies de recherche, n'ont pas encore tranché définitivement la question de son identité. Les tombes d'Abydos, notamment celles de Narmer et d'Aha, contiennent des objets gravés de symboles royaux proches de ceux associés à Ménès, la double couronne, les enseignes d'Horus, les palettes cérémonielles, mais aucune mention explicite du nom Ménès-N a été retrouvée dans les sites contemporains de la période prédynastique. Le nom n'apparaît que dans des listes royales bien plus tardives, comme celle d'Abydos ou de Saqqara, rédigées sous les règnes de Séti Ier et Ramsès II, soit plus de 1000 ans après les faits. Cette distance temporelle explique sans doute la transformation de Ménès en figure quasi divine. Les anciens Égyptiens ne cherchèrent pas à écrire Helm-Histoire comme les modernes. Ils cherchaient à exprimer un ordre du monde. Pour eux, Ménès n'était pas un roi parmi d'autres, mais le roi par excellence, celui qui avait rétabli la Maat sur terre. Son existence historique importait moins que sa fonction symbolique. En un sens, Ménès était une idée plus qu'un homme, l'idée que le pouvoir, pour être légitime, doit unir ce qui est séparé et maintenir l'équilibre entre les contraires. Dans les siècles qui suivirent, son nom resta gravé dans les rituels du couronnement et dans les hymnes royaux. Les prêtres rappelèrent toujours le premier roi, celui qui avait reçu la double couronne des mains des dieux. Même lorsque les dynasties changèrent, lorsque Thèbes ou Tanis remplacèrent Memphis, Ménès demeura la référence absolue, le point d'origine de toute royauté. Les scribes de la 18e dynastie, à l'époque d'Akhénaton et de Toutankhamon, citaient encore son nom comme celui du fondateur de la civilisation. Peut-être est-ce là sa plus grande victoire, avoir transcendé sa propre mort pour devenir un mythe fondateur, une présence éternelle dans la mémoire de son peuple. Que son corps repose à Abydos, ou qu'il ait disparu dans les flots du Nil, a finalement que peu d'importance. Ce qui survécut, c'est H et L, idée qu'il incarna, celle des « un homme qui transforma la terre, la politique et la foi en un seul tout harmonieux ». Ménès, roi des origines, devint l'image de l'ordre né du chaos, de l'homme devenu Dieu par la sagesse et la volonté. Ainsi s'acheva la vie de celui que les anciens appelaient le premier des rois, mais dont la mort n'eut rien d'une fin. Car dans la mémoire égyptienne, mourir signifiait renaître sous une autre forme. Et tant que l'Égypte se souvenait de lui, Ménès vivait encore, flottant entre l'histoire et l'éternité, à la fois roi, mythe et symbole du commencement du monde. L'héritage de Ménès dépasse de loin la simple mémoire d'un souverain ancien. Il est devenu à travers les siècles un archétype, celui du roi fondateur, du héros civilisateur, de l'homme qui, par sa volonté et sa vision, transforma le chaos primordial en un ordre durable. Si son existence historique continue d'être débattue, son influence symbolique, elle, ne s'est jamais effacée. Ménès est devenu, dans l'imaginaire collectif égyptien, le premier maillon d'une chaîne ininterrompue reliant les dieux aux hommes, l'origine sacrée du pouvoir royal et de la civilisation elle-même. Dès les premières dynasties, son nom fut invoqué comme un modèle. Les rois qui succédèrent à Ménès se présentaient comme les gardiens de l'ordre qu'il avait instauré. Chacun d'eux, lors de son couronnement, accomplissait un rituel d'unification symbolique, reprenant le geste du premier roi unissant les deux terres. Ce rite, connu sous le nom de Sematawi, représentait deux figures nouant ensemble les plantes emblématiques du sud et du nord, le lotus et le papyrus. Ce geste ancestral, répété pendant 3 millénaires, incarnait à lui seul l'héritage de Ménès, la permanence de l'unité. Sous les rois de l'Ancien Empire, cette mémoire prit une forme religieuse et cosmique. Les pharaons, descendants directs de Ménès selon la tradition, étaient considérés comme les fils d'Horus, chargés de maintenir la Maat, l'ordre divin du monde. Dans les textes des pyramides, rédigés plus de 500 ans après la mort du fondateur, on retrouve encore des allusions à lui, comme au premier à avoir reçu la couronne blanche et la couronne rouge. Son acte d'unification devint le modèle même de la création. Unir le ciel et la terre, les dieux et les hommes, la vie et la mort. À mesure que les siècles passaient, le souvenir de Ménès se transforma.
Durant le Moyen Empire, alors que l'Égypte se réorganisait après une période de troubles, son image retrouva une force particulière. Les scribes et les prêtres de cette époque, conscients du besoin de stabilité, invoquaient Ménès comme symbole de renaissance politique. Les rois de la 12e dynastie, tels que Sésostris Ier et Amenemhat III, se présentaient comme des restaurateurs de l'ordre originel, dans la lignée spirituelle du premier pharaon. Ils cherchaient à recréer ce qu'ils appelaient le Zep Tepi, le premier temps, cette ère mythique où Ménès aurait instauré l'équilibre parfait entre les forces de la nature et la société humaine. Ce recours au mythe fondateur de Ménésène n'était pas seulement une question de prestige, il constituait une justification du pouvoir. Dans une civilisation où la continuité était perçue comme la preuve de la légitimité, se réclamer de Ménès revenait à affirmer que l'on agissait selon la volonté divine. C'est pourquoi, même lorsque les dynasties changèrent, les souverains étrangers, Hyksos, Couchites ou Persès, s'efforcèrent eux aussi de s'inscrire dans cette lignée symbolique. Gouverner l'Égypte signifiait, d'une manière ou d'une autre, reprendre le flambeau du roi des origines. Sous le Nouvel Empire, à l'époque des grands conquérants comme Thoutmôsis III, Akhénaton et Ramsès II, la figure de Ménès prit une dimension encore plus idéalisée. Dans les temples de Karnak et d'Abydos, son nom apparaissait au début des longues listes royales précédant tous les autres pharaons. Cette place, des honneurs N, n'était pas fortuite. Elle signifiait qu'il était le point de départ du temps royal. Les scribes d'Abydos, sous Séti Ier et Ramsès II, inscrivirent son nom au tout premier rang de la liste des 76 souverains reconnus comme légitimes. Cette liste, gravée sur les murs du temple, commence avec Ménès et se termine avec Séti lui-même, comme pour signifier que chaque roi est une réincarnation du premier. Le mythe traversa les âges sans jamais perdre de sa force. Même durant les périodes de fragmentation, lorsque le pays se divisait entre plusieurs pouvoirs, les textes officiels faisaient toujours référence à l'unité fondatrice de Ménès. Son nom apparaissait dans les hymnes religieux, dans les formules funéraires, dans les écoles de scribes où on apprenait aux jeunes élèves à réciter la lignée des rois. Ménès était devenu le père de la royauté, le garant éternel de la légitimité. Lorsque les Grecs et les Romains prirent à leur tour possession de l'Égypte, ils furent fascinés par cette continuité millénaire. Les historiens comme Manéthon, au IIIe siècle avant notre ère, tentèrent de reconstituer la succession complète des pharaons. Et qui plaçait-il en premier sur sa liste? Ménès. Pour Manéthon, il fut le fondateur absolu, le point zéro de la civilisation. Hérodote, avant lui, avait déjà rapporté son nom, soulignant qu'il avait non seulement unifié le pays, mais aussi détourné le cours du Nil pour fonder Memphis. Ces récits, transmis par les auteurs grecs, contribuèrent à faire de Ménès une figure quasi mythologique, comparable aux héros fondateurs de la Grèce comme Minos ou Romulus. Dans la mémoire égyptienne tardive, Ménès devint une référence constante, même à l'époque chrétienne et copte. Les prêtres d'Hermopolis et d'Abydos, derniers gardiens des traditions pharaoniques, continuaient à le mentionner dans leurs chroniques. Son nom réapparaît même, des siècles plus tard, dans les écrits des premiers explorateurs européens, fascinés par cette Égypte des origines. Lorsque Champollion déchiffra les hiéroglyphes, il fut frappé de constater que le nom de Narmer, inscrit sur la célèbre palette de Hiéracompolis, correspondait probablement au Ménès des textes grecs. Ce moment fut une révélation. La légende rencontrait enfin l'histoire. Elle, héritage de Ménès, ne se limite pas à la politique ou à la religion. Il touche à la philosophie même du temps égyptien. Pour les Égyptiens, le monde n'avait pas commencé avec une création unique, mais avec une série de réorganisations successives du chaos. Chaque roi, en montant sur le trône, rejouait symboliquement le geste fondateur de Ménès. Ainsi, à travers chaque dynastie, son acte d'unification se répétait indéfiniment. Le passé n'était jamais passé. Il revenait sous d'autres formes, réactivé par les rituels. C'est cette conception cyclique du temps qui permit au mythe de survivre sans interruption. Même dans l'art, son empreinte persista. Les bas-reliefs représentant le pharaon frappant ses ennemis, image récurrente dans toute l'histoire égyptienne, trouvent leur origine dans les scènes attribuées à Ménès. Sur la palette de Narmer, on voit déjà cette pose typique.
le roi brandissant sa massue au-dessus d'un ennemi agenouillé, incarnation de l'ordre triomphant du chaos. Cette iconographie devint un motif éternel, repris par tous les souverains jusqu'à l'époque romaine. L'héritage spirituel de Ménès, lui aussi, est immense. Il incarne la première alliance entre le roi et les dieux. La notion que le souverain n'est pas seulement un dirigeant, mais un intermédiaire sacré. Ce principe traversera toute l'histoire égyptienne, jusqu'à Cléopâtre. De la théocratie de l'Ancien Empire à la réforme religieuse d'Akhénaton, tous les pharaons, consciemment ou non, marchèrent dans les pas du premier unificateur. Même ceux qui osaient défier la tradition, comme Akhénaton, le faisaient en se positionnant face à son héritage, cherchant à redéfinir ce que signifiait être fils du soleil. Dans un sens, Ménès n'a jamais cessé de régner. Son œuvre, plus que celle de n'importe quel autre pharaon, a défini ce qu'était l'Égypte, une civilisation fondée sur l'équilibre, la continuité et la foi dans la permanence. Son nom, inscrit au commencement des listes royales, est devenu une frontière symbolique entre le mythe et l'histoire, entre le monde des dieux et celui des hommes. Aujourd'hui encore, lorsque l'on contemple les ruines de Memphis ou les temples d'Abydos, c'est la trace de son rêve que Liban ressent. Celle d'Oba, un homme qui voulut unir la terre, le Nil et les cœurs sous une seule vision d'ordre et d'éternité. Ménès n'est plus seulement un nom dans un papyrus ancien. Il est la mémoire vivante de ce moment fondateur où l'humanité découvrit la puissance de l'unité. Un roi qui, des millénaires plus tard, continue d'inspirer les chercheurs, les artistes et tous ceux qui croient que la civilisation naît du courage de rassembler ce qui est divisé. L'histoire de Ménès, qu'il soit personnage réel ou figure mythique, continue de fasciner les historiens, les égyptologues et le grand public. Son nom symbolise l'origine même de l'Égypte unifiée, et avec lui, l'idée que toute civilisation durable commence par un acte fondateur. La mémoire collective a transformé ce souverain en un mythe vivant. Il n'est pas seulement le roi des premières dynasties, mais l'incarnation de l'ordre, de l'unité et de la permanence. Dans l'imaginaire populaire, il est le point de départ de l'histoire humaine organisée, le modèle de tout souverain légitime et le garant de l'équilibre du monde. Au fil des siècles, son image s'est inscrite dans les rituels et les textes égyptiens. Les listes royales, dès l'Ancien Empire, placent Ménès au commencement de la succession des pharaons. Ces documents n'étaient pas de simples inventaires. Ils avaient une fonction religieuse et politique, rappelant que l'histoire de l'Égypte était sous l'égide des dieux et qu'elle débutait avec un roi capable de unifier le chaos. Pour les scribes, Ménès était un idéal, le roi qui incarnait la Ma'at, l'ordre cosmique, et qui avait posé les fondations de la royauté. Cette mémoire, soigneusement entretenue par les temples et les écoles de scribes, a traversé les dynasties sans jamais disparaître. Même lors des périodes de fragmentation politique, l'évocation de Ménès servait de rappel symbolique. L'unité était possible et nécessaire, et le roi devait être son garant. L'influence de Ménès ne se limite pas aux textes antiques. L'archéologie moderne a permis de reconstituer au moins partiellement le monde dans lequel il aurait vécu. Les fouilles à Abydos, Hiérakonpolis et Saqqara ont révélé des tombes, des artefacts et des palettes cérémonielles qui témoignent de organisation naissante du royaume et de la symbolique de unité. La célèbre palette de Narmer, par exemple, montre un roi coiffé de la double couronne, maîtrisant ses ennemis et unifiant les deux terres, des actes attribués par la tradition à Ménès. Ces découvertes confirment que, derrière le mythe, se cachent des événements historiques plausibles. Conquête, fondation de Memphis, consolidation du pouvoir et structuration de la société. Pour les égyptologues, Ménès représente un défi permanent. Son existence exacte reste controversée, certains considérant qu'il pourrait être identifié à Narmer ou à Or-Aha, d'autres estimant qu'il est une figure composite, un symbole qui condense plusieurs souverains en un seul nom. Cette incertitude n'enlève rien à son rôle dans la construction du récit historique égyptien. Au contraire, elle souligne la manière dont l'histoire et le mythe se sont entrelacés dès les origines et comment les anciens Égyptiens comprenaient le temps de manière cyclique et symbolique plutôt que linéaire. L'éternité de Ménès se manifeste également dans l'art et l'architecture. La double couronne, la position hiératique du roi, les temples et les tombes monumentales de la première dynastie
sont autant de témoins de son héritage. Chaque image de roi en majesté, chaque scène de victoire sur le chaos, chaque représentation de l'unité des deux terres puise ses racines dans le modèle instauré par Ménès. L'art pharaonique devient ainsi le véhicule d'un message intemporel. Le roi, incarnation du divin, doit maintenir l'ordre sur terre, comme dans le ciel. La culture moderne a, elle aussi, été fascinée par cette figure. Dès l'époque des érudits grecs et romains, Ménès est présenté comme le premier roi, celui qui a donné à l'Égypte son identité. Les historiens et voyageurs européens des XVIIIe et XIXe siècles, fascinés par l'Égypte ancienne, ont repris ce récit, le transformant parfois en légende romantique. L'exploration archéologique, notamment après la découverte des hiéroglyphes par Champollion, a permis de l'ancrer dans un cadre historique plus solide, mais le mythe demeure intact. Ménès continue de représenter la genèse de l'Égypte unifiée, la figure fondatrice qui dépasse le temps. L'impact de Ménès dans la mémoire collective dépasse le simple cadre historique. Il est devenu un symbole universel de l'unité et de la fondation. Pour les Égyptiens antiques, il incarnait l'idéal de la royauté parfaite, juste, fort, pieux et visionnaire. Pour les générations modernes, il représente le moment où l'humanité a commencé à transformer la violence et la fragmentation en société organisée et gouvernée par des lois et des institutions. En ce sens, Ménès est à la fois une figure politique, religieuse et philosophique, le roi qui initie la civilisation. Les mythes entourant sa vie et sa mort contribuent à renforcer cette aura d'éternité. Qu'il ait péri de vieillesse, assassiné ou, selon la légende, attaqué par un hippopotame, sa disparition n'a pas effacé sa mémoire. Les générations suivantes ont transformé chaque récit en leçon morale et symbolique. La vigilance contre le chaos, la nécessité de l'unité et la centralité du roi dans la vie du royaume. La mort de Ménès dans l'imaginaire collectif devient un acte fondateur autant que sa vie. Dans les temples, les textes et les listes royales, son nom apparaît encore et toujours au commencement de la longue succession de pharaons. Cette position initiale est essentielle. Elle rappelle que tout pouvoir légitime en Égypte découle du geste unificateur de Ménès. Chaque roi qui monte sur le trône s'inscrit ainsi dans une tradition millénaire, se situant symboliquement dans la lignée du premier souverain. Histoire égyptienne, N, et pas seulement un récit de date et de conquête. C, est une mémoire vivante, un hommage continu au roi fondateur. Aujourd'hui, les chercheurs et passionnés continuent de s'interroger sur Ménès, fascinés par la frontière qu'il incarne entre histoire et légende. Son héritage se lit dans les ruines de Memphis, dans les tombes d'Abydos, dans les palettes cérémonielles et dans les textes religieux et historiques. Mais il se lit aussi dans la permanence de idée que il représente, unification, la légitimité du pouvoir, la relation entre le roi et les dieux, et la naissance de la civilisation égyptienne. Ainsi, Ménès est immortel, non pas uniquement par ses actes, mais par ce qu'il incarne. La mémoire un monde fondé sur ordre, l'unité et la permanence. L'histoire, la légende, et archéologie, se rejoignent pour nous offrir une image complète, celle un souverain qui qu'il ait existé ou non, tel que les textes le décrivent, a posé les bases d'une civilisation dont l'influence traverse les millénaires. Son nom est devenu un symbole, un repère dans le temps et dans l'esprit des hommes, rappelant que chaque grandeur commence par un acte visionnaire et que l'éternité naît de la mémoire. Ménès demeure ainsi, au fil du temps, le roi fondateur de l'Égypte, celui qui unit le passé et le futur, l'histoire et le mythe, la réalité et l'idéal. Son image traverse le temps, inspirant chercheurs, historiens, artistes et rêveurs. À travers lui, nous comprenons que l'unité, l'ordre et la vision peuvent transformer un monde fragmenté en une civilisation durable, capable de résister à l'épreuve des siècles et de vivre éternellement dans la mémoire collective.